Dolores, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je Ok, remets mon super. micro. Eh ben, on va commencer. Je vais faire un petit mot d'introduction. Et puis là, eh ben, écoutez, vous venez d'apparaître sur l'écran de l'auditorium de la Gaîté Moi, Lyrique. je le vois de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre, parce que vous êtes en déplacement, d'avoir accepté Oui. de prendre sur votre temps pour répondre à ces quelques questions et participer à ces rencontres professionnelles. Bah, merci à vous pour l'invitation. Merci et merci à vous. Alors là, je m'adresse au public de la salle. Merci à vous d'être venu assister à ces rencontres professionnelles. C'est donc la quatrième et dernière table ronde rencontre de cette journée professionnelle de la 8e édition de Fame. On s'est intéressé, donc, comme vous avez pu le voir, à l'explosion de l'offre de documentaires musicaux à laquelle on a assisté, et aussi surtout au renouvellement des formats, à l'émergence de beaucoup de nouveaux formats, de nouvelles façons de raconter, avec des durées qui vont de très courts à très longues, qui mélangent fiction, documentaire. Et ça nous semblait évidemment, et le nom des plateformes a été souvent évoqué dans ces discussions. Donc ça nous semblait effectivement passionnant, nécessaire et intéressant de pouvoir discuter avec un représentant de Netflix France pour parler, justement, conclure cette journée et pouvoir parler un petit peu directement comme ça de leur politique éditoriale autour du documentaire musical. Donc pour présenter un petit peu, alors très très succinctement, Dolores. Dolores est donc responsable des séries documentaires et des programmes de flux chez Netflix France. Et avant, vous étiez chez Vice Media pendant 4 ans. Après, déjà, Ça, une carrière toujours aussi dans la télévision. tout à fait. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, j'ai passé 8-9 ans dans le pôle télé du groupe Énergie et 4 ans chez Vice. Et là, j'ai intégré les équipes Netflix donc il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi. Et je suis en charge de la non-fiction, donc tout ce qui n'est pas de la fiction et qui fait plus de 2 épisodes. Parce que du coup, on a été rejoint par Marc Edwards, qui vient de chez RT, qui lui s'occupe des films documentaires. Exactement. Et donc, je précise qu'on va avoir 40-45 minutes d'échange et qu'à la fin de ces échanges, vous pourrez poser des questions à Dolores et on prendra des questions dans la salle auxquelles Dolores pourra répondre. Alors, peut-être la première question, Dolores, est-ce que vous pouvez nous présenter quelle est la politique éditoriale de Netflix concernant les documentaires, le non-fiction et plus particulièrement, évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, les documentaires musicaux. Oui, bah, je peux le faire bien évidemment. Sur la politique des documentaires, il y en a, enfin, c'est toujours un peu étrange, il n'y en a pas vraiment. On cherche des histoires. Et nous, c'est ce qu'on dit. Voilà, on cherche des storytellers, on cherche des histoires. Et on a la chance d'être sur du non-linéaire. Donc, du coup, on n'est pas contraint par une ligne éditoriale particulière. On cherche des histoires en fait, qui impactent et qui ont une empreinte locale forte. Soit dont on se souvient de près, de loin, qui ont impacté la France, le public français d'une manière ou d'une autre, ou qui peuvent raconter en fait une histoire de la France à un moment T. Donc c'est vraiment la ligne éditoriale globale pour tout ce qui est idées, création, non-fiction, largement. Et pour rentrer sur le documentaire musical, en fait, on suit un peu cette même logique. Quand on va sur des histoires musicales, après c'est large, hein. On peut aller sur des personnalités, on peut aller sur des genres, on peut aller sur plein de choses, mais du coup c'est toujours ça, c'est toujours de se dire comment ça va intéresser, impacter le public français et pourquoi en fait il ferait la démarche de s'intéresser à cette histoire. Donc toujours en fait un regard tourné vers notre public et en quoi en fait cette histoire leur parle et les impacte et voilà, peut avoir une résonance en tout cas sur le public français. Donc, ce matin, on a eu l'occasion, nous, de parler un peu avec Florent Baudin, qui a réalisé donc, le documentaire sur Gims, à une époque où, visiblement, Netflix France n'était pas encore totalement, on va dire, opérationnel. Donc, il a, je crois, beaucoup travaillé avec Netflix aux États-Unis. Oui.
voilà. Maintenant, Netflix France est pleinement opérationnel et lance des opérations, enfin, et lance des productions. Alors là, comme on est dans ces journées professionnelles, on essaye d'être très didactique, très clair, de mettre les mains sous le capot en fait un petit peu de la production. Et peut-être pour commencer, bah voilà, moi j'aimerais un petit peu voir avec vous comment ça se passe si quelqu'un vous apporte un projet, comment on passe chez Netflix en fait du pitch, d'une proposition de film comme ça à un objet final, voilà, qui est mis en ligne et à la disposition des abonnés sur la plateforme. Quel est un peu le trajet? Quelles sont les étapes? Comment se passe voilà, la première rencontre et qu'est-ce qui déclenche la suite Ouais. C'est assez simple, hein. Moi, je sais qu'il y a toujours cette espèce de fantasme sur Netflix, sur l'algorithme. En fait, c'est assez simple, hein. Il y a des gens derrière, donc comme moi et mes collègues. Du coup, pour le documentaire de Gims, c'était à l'époque, c'est les Anglais en fait qui avaient commissionné ce documentaire. C'est assez simple, c'est soit des boîtes de production ou des fois des créateurs eux-mêmes ou des réalisateurs qui viennent nous voir avec une idée. Nous, on évalue l'idée, on discute beaucoup, on est très impliqué dans la partie éditoriale, donc on échange énormément sur quel est le X-factor, l'élément qui va faire que cette histoire va être impactante, mais aussi différenciante. Qu'est-ce qu'on apporte de plus dans ce projet-là? Et ensuite, soit c'est un réalisateur seul ou un créatif seul, et du coup, on va essayer de le pairer avec une boîte de production. Parce que je précise qu'on commissionne des projets, hein, on ne les produit pas. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire, en fait, de coupler un créatif parce qu'on estime que l'idée est intéressante et de l'amener vers un producteur qu'on connaît, ou en tout cas l'inviter à revenir avec nous, vers nous avec un producteur. Ou à l'inverse, c'est un producteur qui vient avec un projet et qu'on trouve intéressant aussi éditorialement. C'est le même principe. On discute beaucoup. Il y a une petite phase de développement payée ou non payée en fonction de ce qu'il y a à sécuriser avant de lancer le projet en prod. Et après, une fois qu'on est tous OK sur la partie éditoriale, et après, il y a toutes des équipes qui s'occupent de la partie budget, financière, logistique. Une fois qu'on est aligné en fait, sur tous ces sujets-là, on rentre en production et on avance. Et tout ça se fait au niveau local. Voilà, et c'était très important, en tout cas, dans l'organisation aussi, d'avoir des équipes locales qui puissent répondre et travailler avec des acteurs locaux, des créateurs locaux, des réalisateurs locaux. Ça, c'est très, très important pour nous. Et c'est pour ça que dans chaque entité, dans chaque pays, il y a une entité Netflix. Et aussi, beaucoup de gens viennent me pitcher, par exemple, des histoires étrangères. Et je leur dis, bah, pour le coup, il y a des bureaux étrangers qui sont spécialistes en fait sur les questions qui concernent leur pays. Et c'est pour ça que nous, on se focus sur des histoires françaises qui ont impacté le public français avec des personnages français. D'accord, alors c'est intéressant parce que ce matin, dans une autre table ronde, il y a eu une question dans le public, effectivement, de savoir si Netflix France pouvait produire un sujet proposé par des Français, mais sur quelque chose qui se passe ailleurs, qui serait une histoire allemande ou une histoire sud-américaine. Mais ça, du coup, pour le coup, non. En fait, on le fait pas parce qu'on est dans encore une fois, on est dans une démarche tournée vers le public. Et aujourd'hui, à mon sens, hein, enfin, au sens de la boîte, on se dit que une histoire étrangère racontée par un Français, en fait, c'est un prisme français. Donc, comme on est on veut travailler avec des audiences locales, on se dit aujourd'hui, le public local, il a besoin en fait d'un regard local. Donc après, on peut apporter un regard, mais c'est étranger, mais c'est une autre histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut s'adresser à des audiences locales sur place, à des audiences françaises ou de certains pays d'Afrique ou allemandes. Et du coup, on a des homologues en fait dans chaque pays qui, eux, sont les spécialistes. Et puis surtout, c'est important pour nous de travailler avec la communauté créative locale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, un Italien, on trouve que c'est plus intéressant de connecter avec les créatifs italiens et les producteurs italiens plutôt que de dire on va faire un sujet italien produit par des gens qui sont en France, des producteurs français. Donc c'est très important pour nous en fait de travailler avec les acteurs locaux dans chaque pays. D'accord. Donc, alors si on revient un petit peu à notre sujet de prédilection, le documentaire musical, ça implique donc que Netflix France va surtout donc s'impliquer dans la production de documentaires liés à des musiciens français ou Tout à francophones, fait. on va dire.
tout à fait. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est quand même, ce qu'on dit, on fait du local for global, c'est-à-dire qu'on fait des histoires françaises, mais on sait qu'elles peuvent voyager. Et c'est aussi la chance qu'on a d'être chez Netflix, c'est qu'aujourd'hui, on peut exposer une histoire française à une audience de 222 millions d'abonnés qui vont la Mhm. consommer à travers le monde. Et pour qu'elle soit la plus authentique, la plus vraie, la plus pertinente, ben, il faut qu'elle soit produite par des Français avec des acteurs français. Après, on peut trouver, des fois, il y a des situations qui justifient qu'on fasse appel en fait à des producteurs étrangers, soit parce que la personne a vécu une grande partie de sa vie dans un pays étranger, et du coup, il y a une autre histoire en fait qui se passe dans un autre pays, donc on se dit voilà, c'est intéressant parce que c'est une lecture qu'on n'a pas en France ou des choses comme ça, mais ça reste le parti pris, c'est vraiment de se dire, c'est des histoires locales qui doivent être suffisamment pertinentes pour pouvoir ensuite s'exporter au global. D'accord, donc ça veut dire que c'est systématique, c'est-à-dire pour chaque projet que vous produisez, il faut qu'il ait cette dimension locale de pouvoir marcher Tout à fait. localement et d'avoir un potentiel à l'international alors. En tout cas, un potentiel universel, une D'accord. histoire universelle. Ça raconte, il y a toujours en fait dans la vie de quelqu'un, il faut qu'on arrive à déceler en fait le potentiel universel où on se dit ça va parler à une cible au-delà de la France. Mais Mhm. effectivement, après, le principe, c'est de faire pour nos audiences locales et de se dire, voilà, aujourd'hui, l'épopée de telle personne ou la vie de telle personne, ça va résonner en fait à l'universel, à l'universel Mhm. et D'accord, sur nos audiences globales. d'accord. Et alors là, une question par curiosité, mais comme quand on a eu Florent Baudin qui était là ce matin, Ouais. un film comme le film sur Gims, par exemple, c'est un film. Alors, il nous a montré une bande-annonce qu'il a projetée, qui était une Mmh. bande-annonce sous-titrée en anglais. Et le film avait un titre, il s'appelait Gims, je me souviens plus, mais il y avait un sous-titre en anglais. Donc, ça c'est des films qui sont proposés sur la plateforme à l'international. Et Ouais, à tout le monde. voilà. Et je pose la question, hein, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais donc est-ce que c'est des films qui rencontrent une audience à l'international pour une audience non francophone? Bah, oui, en fait, nous, c'est le pari qu'on fait. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus impactant en France parce qu'on sait qui c'est Gims, mais il y a quand même une résonance à l'international parce que c'est un parcours d'un outsider, en fait, qui n'était pas du tout prédestiné à rencontrer le succès qu'il rencontre. Ça parle un peu aussi de la France, de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être une star noire en France. Et il y a aussi ce rise, en fait, je viens de rien et j'arrive au sommet. Et il y a toujours en fait cette partie qui est un peu universelle et qui parle un peu, cette success story qui parle un peu à tout le monde. D'accord. Alors, on a répondu, moi je vous ai contacté aussi parce que j'avais lu dans un interview auquel on avait tous les deux répondu pour le magazine Society sur les documentaires musicaux, vous disiez que quand vous Mm. parliez aux producteurs ou aux réalisateurs pour un documentaire musical, vous disiez que le film doit s'adresser aux puristes et aux touristes. Alors j'avais Ouais. trouvé la formule assez évocatrice, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus concrètement ce que ça signifie, c'est-à-dire comment on fabrique un film qui s'adresse à la fois aux puristes et aux touristes? Ah, y a pas de, c'est ce que je dis à tout le monde, il n'y a pas de code vraiment à briquer pour atteindre ça. Je pense que ce que je disais au début, on cherche des histoires et en vrai, on parle beaucoup de documentaires, musicales. En vrai, pour nous, ça reste du storytelling, une histoire. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'il faut arriver à trouver ce dont je parlais à l'instant, l'universalité. Donc, il faut une forme d'authenticité et une forme de vulnérabilité aussi dans tout ce qu'on aborde pour pouvoir justement élever en fait le sujet. Aujourd'hui, on peut parler d'un artiste et se dire bon bah voilà, il n'y a que sa fanbase qui va regarder. Moi, j'ai plein d'artistes qui ne m'intéressent pas forcément, mais que j'ai découvert en fait à travers un documentaire qu'on peut appeler documentaire musical, mais en vrai qui raconte la vie d'un artiste. Là, on vient de sortir le Genius de Kanye West. En vrai, c'est quelqu'un en fait qui croit en ses rêves. Et que vous soyez fan de foot, de musique ou de Kanye West ou pas, en fait, ce qu'on comprend en fait globalement dans ce documentaire, c'est la résilience.
Et en fait, c'est ça, c'est ces éléments en fait d'humanité, d'universalité qu'il faut aller chercher, plutôt que de se dire ah bah je vais raconter en fait ce qu'il a fait tel jour, machin, d'être moins spécifique, mais d'être parler de la personne, mais d'arriver en fait à trouver en fait ces points d'accroche qui vont permettre de faire venir des gens qui sont fans ou pas du genre ou de la personne et de se dire bah tiens cette histoire elle m'intéresse ou je découvre un genre que je connais pas ou je découvre une technique que je connais pas et ça c'est très important en tout cas dans l'écriture et même si les formes peuvent être multiples de toujours garder ça en tête et de se dire comment est-ce que mon objet va rencontrer en fait un public et comment est-ce que je vais faire pour intéresser en fait ces personnes-là. Et nous, ce qu'on demande aussi, en tout cas quand on a ces discussions avec les talents, c'est de pas juste d'être dans une logique de un peu promotionnelle, de se dire bah voilà, ça va m'aider à faire. Non, c'est de se dire en fait, il y a des gens au-delà de ma musique qui vont être intéressés par ma personne. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'une extrême authenticité et vulnérabilité dans ce type de documentaire. Je pense que c'est très important. Pour moi, c'est la clé pour réunir en tout cas les puristes et les touristes. D'accord. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec certains documentaires sur des grandes stars du sport, par exemple voilà, où on est aussi peut-être sur des histoires. Oui, c'est un peu ça. C'est vous regardez, par exemple, bon, après je prends des exemples de mes homologues américains, mais The Last Dance de Michael Jordan, on part d'un moment, on aurait très bien pu raconter une Il était une fois Michael Jordan, on vous raconte et tout, mais là forcément, bon, bah, ça parle, ça s'adresse, je pense, un petit peu plus, bon, même si ça reste Michael Jordan, ça s'adresse à une cible très fan de basket. Là, le parti pris dans la construction, c'est de partir d'un moment de lutte, d'un moment de déflagration, dont tout le monde se souvient plus ou moins, où Michael Jordan était presque, il était au bord de la retraite. Donc en gros, on est dans une partie de sa vie où, comme tout le monde, il arrive à un moment donné où c'est plus la star, où il connaît le rejet, où il connaît la difficulté. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Et ensuite, on retourne en arrière dans sa vie pour raconter en fait ce qu'il a amené ici et là. Et je trouve que c'est très malin, en tout cas dans la manière de raconter, parce qu'on part sur un moment de vulnérabilité et de faiblesse auquel tout le monde va s'identifier. Et tout le monde va se dire, bah oui, même tout Michael Jordan qu'il est, lui aussi, à un moment donné, bah, c'est plus la star, c'est plus le numéro un, il est au bord de la retraite, lui aussi, il peut se faire virer à tout moment. Donc du coup, c'est ces points et ces moments en fait de lutte qui sont intéressants à aller chercher. Pareil, bon, c'est pas du tout de la musique, c'est Formula One, c'est la même chose. On aurait très bien pu se dire, là, on montre des pilotes, on aurait très bien pu les starifier, mais là, on les montre en fait dans des moments de difficulté. On voit aujourd'hui des patrons qui peuvent les renvoyer à tout moment s'ils ne sont pas performants dans leur course. Donc, en gros, il y a une espèce de on peut s'identifier parce que dans la vie de tous les jours, tout le monde a un boulot, tout le monde doit délivrer à un patron aussi, tout le monde a des comptes à rendre. Et même si vous êtes un pilote de Formule 1 et vous gagnez des millions, bah, aujourd'hui aussi, vous devez rendre des comptes à un patron. Et vous êtes aussi soumis à ces exigences-là. Et vous aussi, vous pouvez vous faire renvoyer à n'importe quel moment. Donc, du coup, c'est plein d'éléments en fait, qui, ramenés à une échelle plus normale, les gens se disent, ah bah en fait, même à son échelle de star, lui aussi, en fait, il vit les mêmes choses que moi. D'accord. Alors pour revenir un petit peu sur toujours notre sujet Ouais. hein, des documentaires musicaux, comment ça se passe un peu du côté Netflix, la gestion, parce que bon, on a parlé un peu avec les réalisateurs, les Mm. producteurs d'indications comme ça, mais comment se passe aussi peut-être le rapport avec les artistes, parce que quand on fait un documentaire sur Gims, un documentaire sur Angèle, c'est des gens qui sont en pleine activité, qui sont en train Mm. de sortir des disques, ils ont leur agenda promo, comme on peut dire. Enfin voilà, ils ont aussi Mm. leurs envies, ils ont leurs priorités, etc. Comment ça se passe là? Comment est-ce qu'on gère ça ou comment? Alors, c'est une discussion qui est assez ouverte et du coup qui est facilitée maintenant qu'on a des équipes vraiment implantées en France. Nous, on parle bien évidemment avec les boîtes de production, les réals et les créateurs, mais aussi avec les artistes. Et c'est important pour nous, en fait, de se mettre d'accord sur une vision créative. Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va parler de son art? Est-ce qu'on va parler de sa vie? Parce que le documentaire musical, en fait, c'est assez large en musique, mais est-ce que c'est un documentaire sur un artiste? Est-ce que c'est considéré comme un documentaire musical si on raconte juste la vie de l'artiste? Est-ce que c'est un documentaire musical si il s'agit de parler de sa technique?
Voilà, donc il y a plusieurs angles différents. Donc déjà se mettre d'accord en fait sur l'angle et de savoir ce que la personne elle a à dire, en fait, ce qu'elle a à proposer et toujours tourner vers le public. En fait, qu'est-ce que ça a dit de plus qui n'a pas déjà été dit. Aujourd'hui, il y a des artistes qui sont plus ou moins connus. Pour les artistes connus, c'est toujours OK, qu'est-ce qu'on va apporter de plus en fait qui n'a pas déjà été dit. Et après, pour les artistes qui sont peut-être moins connus ou plus anciens, de se dire voilà, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte au public. Là, par exemple, on va lancer Johnny by Johnny. Voilà, c'est pas Maître Gims ou Angèle en termes de carrière et ce qu'il a raconté, mais c'est aussi, ça raconte sa musique, ça raconte sa vie, ça raconte une période aussi de la France, et c'est surtout une icône en fait qui a marqué son époque et qui marque encore l'époque aujourd'hui et qui a laissé une empreinte forte. Et du coup, pour nous, c'était important d'être aussi capable de parler de ça, parce que souvent, j'entends dire que oui, Netflix peut que les jeunes, que des artistes contemporains. En fait, on est vraiment sur des sujets et des projets qui sont impactants et qui racontent quelque chose de l'époque dans laquelle on vit ou une époque qu'on a très forte, qu'on a vécue. Bah, c'est intéressant ça quand même, parce que c'est vrai Mm. que comme ça, d'instinct, on n'associerait pas immédiatement Netflix à Johnny, voilà, à Johnny Hallyday. Donc là, c'est effectivement intéressant que ça. C'est vrai que sur Netflix, en général, je veux dire, il y a quand même pas mal de documentaires musicaux, dont des choses très, je ne sais pas comment dire, mais patrimoniales, des séries Mm. sur le Grateful Dead, voilà. Est-ce que chez Netflix France, vous voyez faire ça aussi, c'est-à-dire à la fois avoir des films sur des figures très contemporaines comme Mm. Gims, Angèle, ou voilà, des artistes qui sont encore en activité, et aussi explorer le patrimoine musical, on va dire, le patrimoine musical français ou voilà. Est-ce que c'est Ouais, quelque chose que vous voyez faire au-delà bien de sûr, Johnny? Je veux dire, Johnny étant quand même une bien figure, sûr, voilà. Mais est-ce qu'au-delà de Johnny, c'est quelque chose que vous envisagez de faire? complètement. Complètement. Et après, encore une fois, ce qui est très important aussi, c'est l'exécution. Moi, ce que je dis, le sujet, c'est une chose, mais l'exécution, c'est aussi il y a des surprises qui sont apportées justement par l'exécution et la créativité d'un réalisateur ou d'un monteur. Et ça, c'est très, très, très important aussi dans la manière de raconter une histoire. Parce que vous pouvez, encore une fois, hein, je dis, c'est la même histoire, en fait, elle peut être racontée de mille et une manières et elles peuvent plus ou moins marcher. Donc, il y a vraiment un vrai sujet sur l'exécution. Qu'est-ce qu'on raconte? Quel est le sujet? Et comment aussi on l'exécute et comment est-ce qu'on le délivre? Donc, bien sûr, il y a des no-brainers où vous avez des grands noms, où tout le monde se dit, bon, bah, c'est un grand nom, c'est un nom connu, ça va marcher. Mais je pense que nous, en tout cas, c'est le point sur lequel on met beaucoup l'accent, c'est la vision créative. Mais vraiment le storytelling et vraiment la créativité. Et on pousse beaucoup nos réalisateurs et nos producteurs à faire preuve de créativité et d'originalité aussi dans les formats, dans la manière de raconter, dans le ton, ouais, c'est vraiment c'est un sujet qui c'est très très important pour nous et pas juste se dire bon bah c'est quelqu'un de connu donc on fait quelque chose sur lui quoi. D'accord. Alors justement, là, vous avez prononcé le mot, ça me permet d'enchaîner sur la question des formats. Comment est-ce que vous travaillez les formats? Comment est-ce que vous décidez sur un format, d'un unitaire, d'une série, du format de Mm. la série? Comment est-ce que vous travaillez tout ça très concrètement? Bah, c'est toujours la matière en fait on a la chance d'être sur du non linéaire donc on est assez agnostique en termes de ce qu'on peut faire. On peut en termes de durée, bon après on fait pas du court, hein, on fait toujours un minimum de 30 minutes, mais on peut faire 30 minutes, une heure et demie. Et après, on est assez libre en termes de format. Mais en fait, c'est vraiment la matière en fait, et la créativité qui nous guide. Aujourd'hui, on sent qu'il y a des histoires qui peuvent tenir en série. La série, elle est beaucoup plus exigeante parce il ne s'agit pas de faire une série pour faire une série, il s'agit de faire une série pour que les gens reviennent à chaque épisode et consomment la série dans son ensemble. Donc il y a une exigence aussi de storytelling qui est beaucoup plus élevée, même si elle est déjà très élevée en documentaire, mais en storytelling et en série, il faut s'assurer que les gens reviennent au prochain épisode. Donc c'est quand même important et s'assurer qu'on ait suffisamment de matière. Donc il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte quand on fait une série. Et des fois, on se rend compte que des gens viennent vous proposer en série, puis en travaillant le sujet, vous dites, bah non, en fait, ce sera plus impactant et ça a plus de sens de le proposer en documentaire
qu'en série. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment de se dire la matière qu'on a, l'exécution, comment est-ce qu'on va délivrer l'histoire, et c'est ça qui détermine en fait les choix des formats et la longueur des formats. Et alors, dans la longueur des formats, le nombre d'épisodes, la durée des épisodes, là, vous avez, c'est au projet par projet, c'est-à-dire qu'il n'y C'est a, il y a projet par pas projet. de... Non, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Il nous arrive même en cours de route. Vous avez, disons, vous avez 5 épisodes et au cours de route, vous vous rendez compte que vous avez trop de matière et du coup, ça mérite un épisode supplémentaire. Et à l'inverse, il n'y a pas assez pour tenir, donc on va faire un peu moins pour vraiment proposer un objet qui soit viscéral, qu'on a envie de consommer, plutôt que de faire pour faire, en fait. Donc ça, c'est très important pour nous aussi. Alors, bon, une petite question. Donc on comprend bien qu'il y a... c'est le storytelling qui est très important, qui va diriger, Mm. le documentaire ou la série. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à peut-être trop formater les choses à un moment donné, puisque les grandes histoires, finalement, c'est presque un peu toujours les mêmes, hein, Rise and Fall, Rise, Shine, Fall. Enfin, on tombe sur des arcs qui sont quand même les grandes histoires viscérales. Voilà. Est-ce que comment est-ce qu'on fait pour éviter de répéter des grands archétypes de manière peut-être Mm. trop systématique? Moi, je pense qu'en vrai, si vous vous attachez à l'histoire, on est forcément original d'une histoire à l'autre parce que chaque histoire est unique. Vous pouvez aujourd'hui le parcours de le rise and fall d'un Gims ou le rise and fall de c'est jamais le même qu'un autre artiste en fait. Les difficultés, les gens vont parler des fois de mental health, des fois les gens vont parler de problèmes perso. Il y a plein de manières de raconter les choses et je suis pas persuadée en fait que ce soit forcément une espèce d'archétype. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi aux créateurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire ah, on va faire le prochain The Last Dance, le prochain. On leur dit en fait, personne ne peut faire le prochain The Last Dance. The Last Dance, c'est The Last Dance. Parce que c'est l'histoire de Michael Jordan. Personne ne peut faire Genius parce que c'est l'histoire de Kanye West, en fait. Et voilà, donc en vrai, on a effectivement des parcours. Ce que je dis toujours, moi, je cherche des parcours romanesques et singuliers. Mais après, en fait, tout le monde est unique. Donc, de toute façon, ce sera jamais les mêmes histoires. Et c'est pour ça qu'on challenge aussi beaucoup nos créateurs, nos réalisateurs, nos producteurs, pour éviter en fait de faire copier-coller, parce que souvent, en fait, on se retrouve face à des écueils où en fait vous essayez de copier, vous êtes forcément moins bien parce que vous n'avez pas cette originalité et ce côté unique qu'a apporté en fait un projet ou un talent ou un artiste. Et ça, vous ne pouvez pas l'inventer en fait. Vous ne pouvez pas l'inventer. Donc moi, je pense que par essence, chaque histoire, de toute façon, est différente et sera originale. Et nous, on pousse nos créateurs à se dire, OK, vous pouvez avoir quelques rêves, mais c'est important en fait d'être guidé par ce que vous avez envie d'écrire et d'avoir une vraie vision créative pour votre projet, pour votre sujet et en fonction de la matière que vous avez à disposition. Est-ce que, et bien toujours pour revenir à notre intérêt, est-ce que le documentaire musical, donc série ou documentaire, est-ce qu'il a une spécificité par rapport à d'autres documentaires ou séries? Je pense que c'est peut-être plus difficile et ambitieux, parce que c'est vrai que la musique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'écoute et qui se vit. Et souvent, je pense qu'il y a une espèce de peut-être de présomption de ah mais tout le monde écoute ça à la musique donc tout le monde va le regarder à la télé. Donc et je pense que le pont en fait n'est pas si simple que ça et c'est juste la difficulté en fait. On se dit la personne est hyper connue ou la personne est hyper impactante ou tout le monde écoute sa musique donc forcément en fait ça va marcher si on fait une série documentaire. Donc c'est plus difficile. Et après, c'est difficile aussi on peut facilement se perdre dans dans le côté un peu trop technique ou promotionnel de je veux présenter en fait mon travail et ma musique. Donc c'est juste ces écueils-là qu'il faut essayer d'éviter, même si c'est important quand même d'en parler. Et voilà, donc toujours se mettre du côté du public. Et moi, le mot important, hein, c'est l'ambition. Je pense que c'est vraiment ce qu'on demande à nos créateurs ce qu'on leur demande en fait. On leur demande vraiment de faire preuve d'ambition
et de pas, on refait pas, c'est pas des, on fait pas un reportage, on fait pas une petite interview comme il peut en avoir en fait sur les chaînes linéaires où c'est en 15 minutes la personne vous raconte sa vie ou son dernier album. En fait, c'est vraiment des choses en fait qui ont vocation à être plus ou moins définitives ou en tout cas à rester sur sur Netflix dans 5 ans, dans 10 ans. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce que ce sera pertinent? Nous, c'est ce qu'on demande aux gens. En fait, si c'est juste, on n'est que dans une actualité, c'est souvent l'écueil dans lequel on tombe de ah, mais là, en fait, comme je vais sortir ci et que je vais faire ça, en fait, je veux le sortir là. En fait, nous, il faut avoir cette ambition de se dire il faut que ce soit pertinent dans 5 ans. Il faut que dans 10 ans, quelqu'un regarde ce truc et se dise ah, ok, en fait, je connais cet artiste, je comprends ce qu'il a voulu me dire, je comprends ce qu'était la France à cette époque, je comprends. Et c'est pour ça que c'est très important, cette ambition créative qu'on demande aux personnes avec lesquelles on travaille. Effectivement, c'est intéressant. Alors, il y a eu quand même, on a vu sortir chez d'autres plateformes concurrentes, etc., beaucoup de documentaires sur la musique ces derniers temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou confirmez, vous, cette effervescence quand même autour du documentaire musical? Et est-ce que cette concurrence crée, je ne sais pas moi, des surenchères, je sais, voilà, des enchères qui montent, est-ce que ça a des conséquences ouais. Alors moi, je trouve, et puis au Netflix, on est assez comme ça, on est assez content en tout cas que le documentaire revienne au centre des intérêts de plein de gens. Hein. Aujourd'hui, moi, je fais de la télé depuis très longtemps et ça a toujours été considéré comme le parent pauvre sur lequel on n'investit pas vraiment. C'est diffusé à minuit, voilà. Donc, en gros, il y a une espèce de nivellement par le bas où, bon, du coup, comme c'est diffusé tard, il n'y a pas beaucoup de budget. Comme il n'y a pas beaucoup de budget, du coup, il n'y a pas forcément d'ambition. Donc, c'est vrai que nous, on est arrivé avec, de manière générale, hein, sur le documentaire, on est arrivé avec une ambition beaucoup plus forte où les gens se sont rendus compte, du coup, non seulement il y avait un intérêt pour le documentaire, il y avait un intérêt qui pouvait se traduire aussi du côté des jeunes et que les gens en plus sont prêts à payer pour regarder du documentaire. Donc je pense que ça crée une forme d'émulation et qui est hyper positive parce que ça permet, c'est bénéfique pour la création. Et la concurrence, en fait, c'est bon, ça permet aux gens de se dépasser, ça permet aux gens de dire, ah bah tiens, de s'inspirer, de dire, ça c'est possible, ces nouvelles écritures aussi, elles sont possibles. Et je pense que de toute façon, c'est que le nivellement par le haut, pour nous, c'est au final, pour l'industrie d'une manière générale, c'est positif. Donc voilà. Après, oui, il y a des effets de surenchère. Après, il y a une réalité business qui existe et voilà, nous, on est très en phase avec cette réalité-là. Et voilà, si c'est une course à qui va payer le plus, de toute façon, on rentrera pas forcément dedans parce que nous, on est vraiment sur une vision créative, une idée d'abord, et avant de se parler d'argent, on parle d'abord de créa, de projet, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ce que je vous disais avant, on ne signe pas juste des noms en fait. Ce que je dis, je commissionne pas des idées, je commissionne des projets. Donc on signe pas juste des noms en se disant ah bah tiens c'est un grand nom. Non, en fait, qu'est-ce qu'il est prêt à donner, qu'est-ce qu'il est prêt à dire, quel accès va nous donner, et en fait ça a un prix. Et en vrai, on rationalise en fait ces éléments-là de manière très factuelle et très claire. Et on paye pas pour payer, on paye au juste prix. Et voilà, donc oui, forcément, ça crée des enchères et tout. Mais ce que je dis beaucoup aussi à plein d'artistes, c'est que vous avez une seule chance de faire un bon documentaire, pas mille. Donc l'argent, c'est bien, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de délivrer un message. Et moi, je leur dis, vous n'avez une seule chance de faire un bon documentaire, donc il ne faut pas se tromper. Avec qui on le fait, avec quel créateur on le fait, et les raisons pour lesquelles on le fait. Oui, alors on a l'impression presque alors là, je parle pour des musiciens qui sont encore en activité, on va dire que le documentaire sur Gims, sur Angèle, etc., devient presque aussi important qu'un album. Enfin, on va dire dans la place de la carrière d'un artiste. Est-ce que des coulisses, vous le ressentez comme ça aussi Oui, moi, ça rejoint ce qu'on disait plus tôt, c'est puriste et touriste. Aujourd'hui, en fait, avec un documentaire, vous arrivez à délivrer un peu plus que votre musique, vous arrivez à délivrer un bout de vous-même. Donc forcément, en fait, vous allez intéresser, soit vous allez consolider votre audience, et potentiellement, vous allez chercher en fait des gens qui ne s'intéressaient pas à vous, et qui d'un seul coup vont se dire, putain, elle est géniale, j'adore sa vie, et qui vont vous apprécier humainement.
et qui vont se dire, bah, tiens, je vais m'intéresser à sa musique. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, pour les talents aujourd'hui de se livrer un petit peu plus. D'accord. Alors une question, alors je ne sais pas si vous pourrez tout à fait répondre, hein. Est-ce que ce sont des documentaires qui fonctionnent? Est-ce qu'ils marchent souvent? Est-ce que ça arrive qu'ils dépassent leurs espérances, ils les atteignent? J'imagine que ça dépend, mais... Ouais. Bon, après, ça marche bien, oui, bien sûr. Les talents, Gims et Angèle, bon, après, c'est des no-brainers, hein, donc c'est des gens qui sont connus, qui ont déjà une audience très forte, donc oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gens aiment le behind the scene et les coulisses, les gens adorent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez des personnes qui sont très starifiées, qui sont souvent dans la lumière, juste d'avoir un espèce d'accès, un espèce de trou de souris qui vous permettent de voir comment ces gens vivent et s'ils sont comme vous ou pas du tout, s'ils sont sympas ou pas sympas, ils ont des difficultés ou pas de difficultés. Enfin, ça, c'est toujours des sujets. Ça intéresse toujours les gens. Donc, ça fonctionne. C'est toujours des résultats qui sont très satisfaisants pour nous. Ouais. Alors, peut-être là pour revenir d'un point de vue un peu juste un peu pratique, quoi. Si quelqu'un a une idée comme ça d'un documentaire ou d'une série et qui veulent proposer à Netflix, quelle serait la meilleure marche à suivre et la meilleure façon de vous présenter un projet? Bah, de m'envoyer un mail, tout simplement. Je réponds, j'essaye de répondre assez rapidement. En général, ouais, une semaine, 10 jours. Je fais toujours un retour un peu circonstancié. De bien comprendre son sujet. Je pense que c'est toujours intéressant, important en tout cas. Beaucoup de gens viennent nous voir avec, encore une fois, des idées et pas des projets. Et je pense que c'est important de venir avec des projets, de bien savoir, de connaître aussi son audience. Hein, je dis, il faut connaître aussi son audience, il faut savoir ce qu'on veut faire, à qui on s'adresse, de bien connaître en fait son environnement, parce que c'est notre travail au quotidien. Après, on accompagne beaucoup les producteurs et les réalisateurs sur ça. Et voilà, il ne s'agit pas de faire des passion projects ou moi j'adore le jazz, donc je veux faire un documentaire sur le jazz. Ok, vous aimez bien le jazz, mais en fait, pourquoi vous pensez en fait que comment est-ce que vous allez faire pour faire venir les gens au jazz? Parce que c'est pas voilà, donc on demande aux gens en tout cas d'avoir cette réflexion-là quand ils nous pitchent un projet. Et, euh, et oui, d'arriver au moins avec une forme de sécurisation de contributeurs. Vous arrivez, vous parlez d'un talent, voilà, quels accès vous avez au talent, quel est l'élément aussi différenciant que vous allez apporter par rapport à ce qu'on connaît déjà de la personne. Est-ce que c'est, on va pouvoir assister à son processus créatif, on va pouvoir le comprendre dans sa vie intime, ou l'un et l'autre, ou les deux, mais d'avoir en fait cet élément, c'est quoi le X factor qui fait que ce documentaire, en fait, ou cette série documentaire, va trouver une résonance auprès de notre public et va pouvoir se coller à côté d'un Genius de Kanye West, Taylor Swift, Bob Dylan, Johnny by Johnny. Comment est-ce que les gens en fait vont se dire ok, ça a sa place ici parce que ça dit quelque chose de différent. D'accord. Alors peut-être, moi j'ai peut-être posé une dernière question avant de passer le micro à la salle. Ouais. On a vu produit sur Netflix une série dont le titre m'échappe, mais sur l'histoire du hip-hop, Hip-Hop Evolution. Voilà, Ouais. qui raconte voilà, toute l'histoire du hip-hop. Est-ce qu'on peut imaginer prochainement, produit par un Netflix France, ce type de série, des séries comme ça, qui revisitent un peu l'histoire de la musique, mais avec une ambition quand même sur plusieurs saisons, enfin vraiment de parcourir tout un univers musical comme ça sous forme de série? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer produit par Netflix France? On teste et on apprend aussi beaucoup. Là, par exemple, on va lancer Nouvelle École, donc c'est un format plus unscripted. Hein. Donc, mais c'est aussi à travers ce format raconter. Alors, c'est plus le hip-hop actuel, hein, parce que du coup, on fait ça avec Shai, SCH et Niska. Et voilà, donc c'est une manière dans l'exécution, une manière un peu plus entertaining de faire venir les gens en fait sur un milieu qu'ils connaissent ou pas, et toujours se dire, OK, puriste, touriste. Il faut bien sûr qu'on consolide la scène musicale, c'est très important avec tous les acteurs qui font partie de cette série-là, mais on a aussi envie de faire découvrir à tous nos abonnés ce que c'est qu'aujourd'hui d'être un jeune entre 20 et 30 ans quand on fait du rap, qu'est-ce que ça veut dire. On voulait vraiment, en tout cas, ça me tenait à cœur, de célébrer toute cette culture et toute cette musique
à travers un format de cette ambition. Donc ça, c'est une des formes qu'on explore aujourd'hui. Après, oui, des documentaires de ce type-là peuvent voir le jour, mais encore une fois, c'est toujours la question de se dire, d'arriver en fait à vraiment à séduire l'ensemble de nos abonnés en fait sur un sujet, pas juste se dire on fait un documentaire et les gens vont venir le voir, mais vraiment de se dire voilà, pour tous ceux qui n'aiment pas le hip-hop, comment est-ce qu'on les fait entrer dans ce milieu-là, comment est-ce qu'on les fait découvrir, on leur fait découvrir cette culture et comment on leur permet de voir ce que ça veut dire aujourd'hui d'être beatmaker, d'être rappeur, d'être producteur, d'être top liner. Qu'est-ce que ça veut dire en fait et comment cette industrie elle est composée. Mais effectivement, ouais, c'est des sujets et pas que sur le hip-hop, hein, ça peut être sur d'autres genres de musique, mais c'est des sujets dont on discute beaucoup. Ouais. Ok. Alors, merci beaucoup. On va faire circuler le micro dans la salle. Je crois que tu peux prendre cela, s'il marche aussi. Et puis, alors, je pense que vous entendrez directement la question, Dolores. Si c'est pas le cas, je la répéterai dans le micro. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Alors, il y a une question là-bas. Si vous n'entendez pas la question, vous me dites et je la répète. Ok. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, ça c'est mieux comme ça. Ok, d'accord. Bon, en tant qu'auteur de séries fiction musicale, je regrette que la journée professionnelle n'a été consacrée enfin, ne pas que a été consacrée au documentaire musical. Alors, ce que je voudrais savoir, demander à Madame Émile, c'est est-ce qu'elle pourrait m'indiquer à qui m'adresser pour proposer une série fiction musicale? Vous pouvez vous adresser à mes collègues. Je pourrais envoyer l'adresse à mes amis de la Gaieté Lyrique. Voilà, il y a une adresse mail en fait pour pitcher toutes les séries de fiction pour la France. D'accord. Si je m'adresse donc aux ordinateurs de Fame, ils pourraient me faire parvenir. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Je vous enverrai. Je remercie, en fait, c'était très intéressant, mais ce n'est pas tout à fait mon domaine. Merci, au revoir. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle pour Dolores? Oui, là-haut, Benoît. Alors, au bout opposé de la salle, donc le micro traverse toute la salle. Bonjour, merci beaucoup. J'aime beaucoup votre approche touriste puriste. Et en fait, je me demandais, est-ce que du coup, au-delà des figures un peu inspirantes comme que vous décriviez, est-ce que Netflix ambitionne de se positionner sur des thématiques plus sociales, progressistes, environnementales sur le documentaire? Ouais, en fait, nous, c'est des sujets qu'on évoque beaucoup, l'environnement. Je crois que vous avez vu dans Look Up, alors c'est plus de la fiction, mais voilà, mais c'est toujours la même chose en fait. C'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire venir les gens sur ces sujets-là. Moi, j'ai vu trop de documentaires en fait sur ces sujets-là qui restent et que personne ne regarde. Nous, en fait, on est dans un business où on fait en sorte que les gens regardent en fait ce qu'on fait. C'est ce que je dis beaucoup aux gens. On fait pas du documentaire ou de la série documentaire pour que ça reste sur une étagère. Il faut que ce soit vu, il faut que ce soit impactant. Donc, tous ces sujets-là sont bien évidemment hyper importants pour nous, mais après, on doit être réaliste et se dire comment est-ce qu'on atteint cette excellence en termes de créativité qui fait que le sujet devient incontournable. Quand vous voyez Seaspiracy aux États-Unis, il y a plein de documentaires en fait qui abordent l'environnement, la santé, les choses comme ça. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une forme de viscéralité. Dès que ça devient du documentaire très, un peu ce que j'appelle stratosphérique, contemplatif, on va vous raconter l'histoire. Ce que je dis aux gens, en fait, on peut aborder, il ne faut pas penser en thème avec un épisode par sujet, mais penser en histoire. Et en fait, sous l'histoire, vous allez développer en fait un thème. Et du coup, en fait, à partir du moment où vous arrivez à accrocher les gens avec une histoire, on se dit, ah, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, machin. Bah, du coup, on va pouvoir développer le thème en sous-texte. Mais du coup, c'est important, en tout cas dans l'écriture, dans les nouvelles écritures documentaires, de vraiment s'attacher à des formes qui soient plus viscérales pour vraiment tenir les gens en haleine. On voit la sagesse de la pieuvre, bon, ça a un peu pris tout le monde par surprise. Seaspiracy, Don't Look Up aussi, ça parlait de ces questions-là.
en fait, de toujours trouver en fait des moyens d'avoir un écho et d'avoir de l'impact. En fait, c'est vraiment ça pour nous qui est important. C'est pas tous les thèmes sont abordables. En fait, il n'y a pas de thème qu'on ne veut pas traiter, mais voilà, c'est vraiment l'angle éditorial sur lequel il faut travailler et il faut se donner du mal pour pouvoir rencontrer le public. Alors voilà, une autre question plus haut. Et juste pour terminer, par exemple, sur la question sociale, aux États-Unis, il y a un exemple qui est super, qui s'appelle Last Chance You, où vraiment, en fait, on vous raconte à travers la vie de lycéens qui essayent d'intégrer, de passer en université on raconte, en fait, la société américaine, en fait, et le système social américain, où vous êtes voué, quand vous êtes noir, à l'échec, et leur seule issue, c'est le sport pour pouvoir intégrer une université et pour pouvoir s'élever. Et il y a un vrai dilemme sur est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, parce que potentiellement, ils peuvent très mal finir s'ils n'arrivent pas à obtenir cette bourse pour intégrer cette école. Donc l'histoire, en fait, c'est ça. Mais en creux, en fait, ça raconte le système social américain et ça vous raconte la difficulté et toute l'injustice qu'il peut y avoir là-bas. Donc du coup, c'est aussi une manière de raconter des sujets sociétaux qu'on pourrait appliquer très facilement aussi en France. Bonjour. J'avais une question Bonjour. par rapport donc aux relations avec les artistes. À quel point il est possible de se détacher un peu de leur promo, typiquement sortie d'albums ou de début de tournée, et aussi quel était leur droit de regard. Est-ce que vous aviez une politique sur il faut que les artistes aient droit de regard ou il ne faut pas qu'ils en aient? Et donc concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un droit de regard voilà, des artistes qui sont filmés? Nous, on essaie vraiment d'instaurer une relation de confiance avec les talents et je pense que c'est sur ça que les collaborations, en fait, elles sont basées. Après, les talents qui vont rentrer dans un... Je pense que dès le départ, si on travaille ensemble, en fait, donc l'artiste sait ce qu'on filme et c'est ce qu'on se dit et on se met d'accord, en fait, sur une vision créative. En tout cas, le producteur se met d'accord avec l'artiste sur une vision créative et à partir du moment, en fait, on est d'accord sur l'idée générale, c'est ce que je dis, hein, c'est un leap of faith. Donc en vrai, il faut que tout le monde y aille. Nous, on prend un risque en général parce que c'est un projet, des projets ambitieux, c'est des projets qui prennent entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc c'est du temps, des moyens humains, beaucoup d'argent. Et en fait, nous, on demande aux artistes de nous faire confiance. Après, on n'a jamais fait de documentaire, fait des documentaires honnêtes, juste, mais on ne fait pas de documentaires sulfureux où on va découvrir des informations que l'artiste refuse totalement d'évoquer. On se met déjà d'accord sur l'histoire, on sait ce dont on va parler, donc l'artiste est impliqué de facto. En fait, pour nous, c'est important. C'est pas, et c'est aussi ce point sur lequel on challenge beaucoup les producteurs. Quand il y a beaucoup de producteurs qui viennent voir en disant je vais faire un documentaire sur telle personne, mais qui ne connaissent pas vraiment l'artiste en question. Et donc, nous, c'est important aussi dans la relation que le producteur, le réal et les créatifs et une vraie relation avec l'artiste. À partir du moment où vous avez une vraie relation de confiance avec l'artiste, ces questions-là, elles se posent presque même pas, en fait. Donc, et ça, c'est important. Les gens qui viennent vous dire ça vous intéresse de faire un documentaire sur ça, et puis du coup, ils vont rencontrer l'artiste. En fait, on voit tout de suite quand l'artiste connaît pas les personnes avec lesquelles elle travaille. Donc, c'est le conseil que je donnerais à tous les créateurs. Et en tout cas, nous, ce qu'on fait sur tous nos documentaires, c'est de s'assurer d'avoir ce lien avec l'artiste pour cette question en fait de Final Cut ne se pose pas. Est-ce qu'il y a une autre? Oui, il y a une autre question là. C'est bien, tu fais des grands allers-retours. Voilà, un peu de sport. Oui, bonjour, je me demandais si vous envisagez de produire des documentaires musicaux qui traiteraient plus d'artistes émergents ou encore ou pas encore célèbres en fait, ou d'aller plus les filmer sur des tremplins musicaux, enfin des artistes à une autre échelle en fait de la célébrité, dont l'intrigue serait pas, enfin le problème ne serait pas forcément le succès et ce qui l'engendre, mais avec d'autres problématiques. Et si oui, comment vous envisageriez l'intrigue en fait de ces documentaires? Alors là, je pourrais pas vous répondre spécifiquement de comment on le ferait, mais voilà, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du football américain et de ces jeunes dans Last Chance You
qui essayent d'atteindre leurs rêves, on peut très bien faire sur des gens qui soient moins connus. Moi, encore une fois, c'est ou cheer, vous regardez cheer, les gens ne sont pas connus. En fait, c'est cheerleading sur des gens qui ne sont pas connus dans un lycée. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est quelle histoire on raconte et quel accès on a. Tous ces sujets-là, quand les gens ne sont pas connus, il faut que ce soit très caractère-driven. Donc, ça veut dire qu'il faut faire... là, ça demande en fait, beaucoup de casting, beaucoup de temps passé en fait, avec les gens. Et il faut faire de la construction de personnages et en tout cas de savoir qui va être les ambassadeurs en fait, de l'histoire globale que vous souhaitez raconter. Et du coup, effectivement, on peut filmer ces artistes. Mais si ça devient une collection de portraits individuels, on va présenter chaque artiste qui essaye de devenir célèbre dans un tremplin musical, c'est peut-être, et moi j'ai eu plein de pitchs comme ça en fonction des événements, on va vous faire une collection de portraits de... En fait, c'est quoi l'ambition collective? C'est quoi les objectifs individuels? Et après, à partir de là, en fait, on peut développer des personnages et on peut raconter une histoire qui se tient. Il n'y a pas forcément besoin d'être célèbre. Il y a plein aujourd'hui séries documentaires qui marchent où les gens ne sont pas célèbres. Mais les projets de ce type-là demandent une ambition et un travail qui est plus important parce que c'est des gens et plus exigeants parce que c'est des gens qui sont moins connus. Mais moi, je cherche tous les jours des arènes à explorer. Il y a plein d'arènes qui sont underground, qui sont hyper intéressantes. Voilà, donc, moi j'avais vu à l'époque où j'étais chez Vice, on faisait le voguing, il y a énormément d'arènes en fait où il y a des choses extrêmement intéressantes à explorer. Mais effectivement, il faut qu'on s'attache à des personnages. Et pour s'attacher à des personnages, il faut les construire. Et pour ça, en fait, ça demande une exigence et un travail qui est beaucoup plus important que ce que les gens pensent. Parce que ça demande beaucoup de développement, ça demande de passer énormément de temps avec les gens sans filmer, pour apprendre à les connaître, pour pouvoir voir, en fait, OK, qui c'est qui va être mon méchant, mon gentil, mon sympa, mon timide, mon fort en gueule, pour ensuite arriver à construire en fait une histoire qui se tienne sur plusieurs épisodes. Mais clairement, moi, j'adorerais arriver à trouver ce genre de sujet pour la France. Est-ce qu'il y a encore, on a encore le temps pour une ou deux questions. Oui. Voilà, c'est à chaque fois. Bonjour, merci pour votre présence. Je fais régulièrement des films sur des musiciens d'Afrique centrale et j'ai entendu dire à un moment, et je ne sais pas si c'est vrai, que Netflix s'installerait à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Alors, moi, je n'ai pas l'info. D'accord. Non, je sais qu'on est en Afrique du Sud, ça c'est sûr. Mais voilà, après, sur le développement en Afrique, donc je pense que ça fait partie des plans à plus ou moins long terme. Mais là, aujourd'hui, vous donner une réponse sur ça, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Je sais juste où on est, et en Afrique du Sud. Et voilà, pour le reste... D'accord. Mais est-ce que ce serait donc avec Netflix France qu'il faudrait aller voir pour des projets qui seraient des documentaires qui se passeraient plus dans ces régions-là? Toujours non, on a une équipe pour l'Afrique et du coup, ce sera avec cette équipe-là qu'il faudrait voir. Et qui est où? Qui est basée du coup entre Afrique du Sud et Amsterdam. Et voilà. D'accord. En fait, ils gèrent les sujets Afrique. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, moi j'ai une petite question très spécifique, hein, vraiment une question qui pour terminer. On a vu là récemment quelques très beaux projets documentaires sur des plateformes concurrentes constitués uniquement de montage d'archives, quasiment de revisite d'archives. Hein. Je pense au projet de Peter Jackson sur les Beatles, Get Back, et aussi dans une moindre mesure, mais au projet de Todd Haynes sur le Velvet Underground sur Apple TV. Donc un avec une profusion d'archives, l'autre avec quasiment pas d'images. Est-ce que c'est des projets que vous pouvez envisager de produire, des projets comme ça, qui seraient des projets de montage ou de revisite d'archives pour construire un film? On peut aussi penser à Summer of Soul, d'ailleurs. Johnny par Johnny, c'est principalement constitué d'archives connues et certaines archives inédites.
Et c'est vraiment tout le concept de la série. En fait, c'est Johnny par Johnny. Donc, c'est à travers des archives de Johnny, très peu d'interviews. Et c'est vraiment sur ça. Donc, oui, clairement, en fait, nous, c'est. Après, il faut avoir accès aux archives. Ça demande énormément de boulot, de documentalistes. C'est très, très, très exigeant et ambitieux. Mais ouais, très, très. Ouais. Clairement, les projets que vous avez cités sont effectivement excellents. Et ouais, c'est typiquement ce genre de choses qu'on pourrait faire en France. Et voilà, c'est toujours l'ambition, l'exécution, l'accès. Et sur des projets comme ça, en fait, c'est assez ambitieux hein, en termes d'accès aux archives. J'imagine, ouais. J'imagine que Johnny, c'est jamais simple. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on... Ah bah oui, on va prendre une dernière question avant de libérer Dolores parce qu'on va bientôt atteindre la fin de cette... Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes aussi responsable des programmes de flux sur Netflix. Oui. C'est quoi exactement les programmes de flux sur Netflix? Et y en a-t-il des programmes de flux musicaux? Alors, le programme de flux musical qu'on va sortir, donc c'est Nouvelle École, donc sur le hip-hop. Et ouais, le programme de flux, en fait, c'est tout ce qui n'est pas de la série documentaire. Donc, ça peut être du docu-soap, du docu-fallo, de la télé-réalité en termes de format. Hein. Donc ça comporte un peu tous ces genres dans le flux. Voilà. Donc, du coup, le premier programme de flux, on a déjà sorti The Circle en 2019, mais je ne fais pas partie encore des équipes. Et là, on se lance dans un programme de flux musical avec Nouvelle École. D'accord. Ça répondait à votre question. Ok, très bien. Merci. Je crois qu'on a atteint l'heure, l'heure que Dolores a bien voulu nous consacrer. On vous remercie beaucoup d'avoir participé. Hein. On retient tous ces mots. Des personnages, character-driven, voilà, le storytelling, la force de l'histoire, l'ambition. Merci, c'était très intéressant de l'entendre, de vous entendre vous exprimer et voilà, et nous raconter un peu, voilà, les ambitions et la façon de travailler de Netflix dans le documentaire. Et nous, en tant que festival, on est très content d'établir, au moins un premier contact comme ça, voilà. Et puis on va remercier aussi le public d'être venu à cette journée professionnelle. Et on vous rappelle que Fame dure jusqu'à dimanche. Vous êtes évidemment les bienvenus. Il se passe beaucoup de choses, des concerts, des performances, des projections, des DJ sets, des conférences. Donc voilà, on sera très content de vous voir à la Gaîté Lyrique jusqu'à dimanche. Et merci beaucoup à Dolores Émile d'avoir accepté de participer à cette journée professionnelle. Merci. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.